Merci, mesdames et messieurs, de prendre le rendez-vous sur E-Télé en direct des studios de François-Xavier en Lime Noumont. Nous sommes dimanche 15 décembre 2024 et vous le savez, nous avons rendez-vous avec deux personnalités, deux Béninois, deux acteurs politiques qui auront à analyser bel et bien l'actualité politique de la semaine. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le plateau du duel. Merci d'être avec nous. Et comme je le disais tantôt, nous avons deux voix discordantes qui vont s'affronter en idées, bien sûr, qui vont analyser l'actualité politique de la semaine. Je commence d'abord par notre ami Monsieur Irénée Dossavi-Yovo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Théodule. Merci d'être là, Monsieur Dossavi-Yovo. Je rappelle que vous êtes ingénieur statisticien. Merci d'être là, membre du bureau politique, sinon membre du parti Les Démocrates. Merci de répondre à notre invitation. Plaisir partagé. Et comment se portent les démocrates? Les démocrates se portent très bien. Très bien? Très bien. Merci. Et en face de lui, nous avons un autre acteur politique, Dr Gildas Aizano. Bonjour, Monsieur Aizano. Bonjour, Théodule. Bonjour également à l'ami Irénée. Gildas Olusegun Aizano, militant du parti Union Progressiste Le Renouveau. Très bien. Et puis, je rappelle par ailleurs que vous êtes administrateur en gestion de projet. Ce sont donc nos deux invités. Tout de suite, je m'en vais poser la question à M. Olusegun Gildas. J'aime bien appeler. Vous appelez pas ce prénom Olusegun. Alors, dites-nous, le refus du parti UP du Renouveau de s'associer à l'audit comme demandé, comme sollicité du fichier électoral, beaucoup, ça crée genre, un amalgame dans la tête des populations. On se dit, n'est-ce pas là, une sorte de fuite en avant depuis le Renouveau qui est quand même de la mouvance. Merci beaucoup Théodule. Non, je voudrais, avant que de répondre à cette première question, satisfaire à une obligation morale, celle de commencer par avoir une pieuse pensée pour mon ami qui est parti, François-Xavier Noumont. Je me rappelle encore ces émissions que nous avons animées ensemble. C'était un homme passionné, un journaliste hautement professionnel qui nous a quittés dans des circonstances aussi tragiques, laisse un vide que je sais que nous allons tenter ensemble. Ça ne sera pas facile, vous autres qui continuez la mission, de continuer par persévérer parce que je sais que vous êtes aussi des soldats à la tâche et que vous ferez le nécessaire pour honorer la mémoire de François-Xavier Noumont. Pour en arriver maintenant à la préoccupation, celle du fichier électoral. Non, je crois que la position de l'Union progressiste Le Renouveau est une position suffisamment claire. L'Union progressiste Le Renouveau a échangé avec le cadre de concertation de l'opposition qui a fait une très belle démarche en venant la voir. Et je crois que nous n'avons pas fermé la porte de la discussion au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Maintenant, c'est dans le contenu de la demande qui a été faite que l'Union progressiste Le Renouveau, en tout cas à l'étape actuelle des choses, s'est vue dans l'obligation de mettre un bémol. Un bémol parce que peut-être il y a quiproquo, parce que nous autres, nous entendions la chose d'une certaine façon, mais quand on nous dit que c'est pour auditer le fichier électoral et qu'on sait que la loi en vigueur utilise plutôt un autre terme et qu'il faille parler plutôt de la liste électorale informatisée, ben on se dit qu'il y a comme un quiproquo qu'il faudrait d'abord clarifier pour qu'on voit dans quel sens on pourrait, n'est-ce pas, aller. De là, vous n'avez pas entendu l'Union progressiste Le Renouveau jeter la pierre, n'est-ce pas, à l'opposition pour cette démarche, puisqu'on sait que le patron de la majorité présidentielle, le président Patrice Talon,
a offert l'occasion à notre opposition, n'est-ce pas, d'aller à l'intérieur de cette liste pour que on puisse voir comment l'améliorer et faire en sorte que tous les acteurs politiques soient rassurés parce que, in fine, c'est bien cela l'objectif. Si l'opposition aujourd'hui souhaite qu'on puisse auditer, que ce soit le fichier, que ce soit la liste électorale informatisée, c'est un vœu de transparence. On veut qu'on puisse procéder peut-être à des nettoyages. Si entre-temps, comme on a pu le voir, des citoyens ont eu du mal parfois à retrouver leur bureau de vote, que ces difficultés-là soient corrigées. Je crois que nous, on n'est pas contre, à l'Union progressiste, le renouveau, à cette transparence, à la nécessité d'améliorer les choses, mais il faut qu'on sache véritablement de quoi nous parlons. Très bien. Merci, Dr Gildas Olusegun. Alors, Monsieur Irénée Dossavi Yovo, vous avez fait cette démarche que tout le monde a appréciée d'ailleurs, mais on se pose la question de savoir, mais pourquoi voulez-vous, il semble-t-il que vous voulez auditer ce qui n'existe presque pas, ou c'est un sentiment de suspicion ou de surveillance réciproque? Merci beaucoup, Monsieur Théodule. Je crois que ce qui manque au Bénin particulièrement, c'est que nous discutons de moins en moins. Le dialogue devrait être toujours mis en avant. En réalité, discuter entre forces politiques, c'est quelque chose qui fera avancer notre démocratie et notre état de droit. Le Parti des démocrates a pris son bâton de pèlerin. Il s'est dit qu'il faut qu'il rassemble d'une part toutes les forces politiques de l'opposition, échanger et discuter avec eux, s'entendre avec eux, avant d'aller vers les partis de la mouvance, pour qu'on puisse s'accorder sur un apurement de ce qu'on appelle le fichier électoral ou liste électorale. En réalité, notre pays a traversé des crises. Et les périodes électorales de 2019, 2020, 2021 sont encore dans la mémoire collective. Et pour le cadre de concertation, c'est qu'il s'agit d'une initiative, d'une démarche qui va essayer quand même de rassurer tout le peuple béninois, toutes les forces politiques, les ramener à une table de négociation pour qu'on puisse s'entendre sur le minimum avant d'affronter les élections prochaines. S'agissant du fichier électoral ou de la liste électorale informatisée, je crois que le président, l'ancien président de la République, Yahi Boni, et actuel président du Parti des démocrates, était en audience avec le président Patrice Talon. Ils se sont accordés sur l'audit en réalité du fichier électoral et le président de la République a même promis d'accompagner cet audit-là. Donc c'est dans cette démarche que le Parti des démocrates a décidé de rassembler les forces de l'opposition, d'aller en négociation avec les partis de la mouvance pour qu'ils puissent s'entendre sur le calendrier. Comment est-ce qu'il faut procéder à cet apurement-là? C'est de cela qu'il s'agit, Monsieur Théodule. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Oui, mais la question qu'on se pose, puisqu'il y en a qui disent que pour le moment, la liste électorale, le fichier électoral n'existe pas encore, puisque le travail n'est pas encore fait. Il y a un chronogramme. Il y en a qui disent non, c'est justement un sentiment de méfiance réciproque. N'est-ce pas là la logique qui vous anime? Ok, Monsieur Théodule, nous avons suivi le communiqué du parti Union progressiste Le Renouveau, oui, après, à la sortie de l'audience accordée au cadre de concertation. Dans ce communiqué, ils ont fait cas d'un problème de méfiance, c'est-à-dire qu'eux, ils appartiennent à la mouvance présidentielle et que les partis d'opposition qui ont manifestement un problème avec cette liste existante puissent venir demander leur soutien pour qu'ils puissent toiletter ce fichier-là. Il y a cet aspect. Maintenant, si c'est par rapport à la dénomination, fichier électoral, liste électorale, on peut s'accorder, laisser les termes et pouvoir évoluer avec... Les thèmes qui posent problème, selon vous, peut-être? Ce n'est pas les thèmes, parce que fichier électoral, quelque chose qui est informatisé, même dans la programmation, il y a également un délai pour lequel, en réalité, on doit respecter pour libérer la LEI. Ce délai-là, du moment où c'est des enregistrements numériques, on peut regarder les majeurs qui sont en réalité dans ce délai-là pour pouvoir participer aux élections.
Le seul problème qui va se poser là, c'est par rapport aux personnes décédées. Et là, il s'agira d'un apurement. On va pouvoir évoluer. Au-delà de cela, on peut aller même vers l'audit de la base de l'ANIP, l'audit de l'état civil. Ce serait toujours bien qu'on puisse améliorer les réformes menées par le président Patrice Talon. Ce serait à notre actif. Docteur Gilles Olusegun. Vous insistez tellement sur ce titre de docteur qui ne me plaît pas. D'accord, monsieur Gildas. Voilà, Gildas Olusegun Aizano, administrateur en développement des projets, ça me suffirait. Ça, merci beaucoup. Mais est-ce à dire que les démocrates vous visent très loin parce que là, monsieur Dossavi Yovo a parlé même du RAVIC au niveau de l'ANIP. Non. Moi, je voudrais dire que l'Union progressiste, le renouveau, comme je le disais tantôt, ne voit pas de mal à ce qu'on ait des ambitions pour améliorer les outils qui nous permettent d'aller vers davantage de transparence, les outils qui rassurent les uns et les autres. Nous n'avons aucun problème avec cela au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Mais la vérité, c'est que cette initiative est une initiative portée par l'opposition. Et nous avons salué la démarche de l'opposition. Si on ne l'avait pas salué au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, nous fermerions la porte à toute discussion. Il n'y aurait même pas eu, n'est-ce pas, cette séance qui a permis aux responsables des deux côtés de pouvoir échanger, de pouvoir s'écouter, de pouvoir dialoguer tel que vous l'avez formulé tout à l'heure. Donc c'est un début de discussion, c'est un début de négociation. Le communiqué de l'Union progressiste, le renouveau, a eu à relever un certain nombre de choses. Je crois qu'il appartient désormais au cadre de concertation, n'est-ce pas, de l'opposition, de tenir compte des avis des uns et des autres et de maintenir toujours le contact. Rien ne dit que dans le processus qui est en cours, on ne finira pas par aboutir, n'est-ce pas, à un certain consensus pour voir comment on accompagne ou pas le processus. C'est très, très, très important que ce contact-là soit maintenu. À partir du moment où c'est le père de la nation, le premier d'entre nous, le président Patrice Talon, qui montre la disponibilité du gouvernement à financer une opération de transparence pour assurer les uns et les autres. Si c'est bon pour l'opposition, j'estime que c'est bon pour la mouvance présidentielle. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Je crois que nous avons encore un bout de temps. Le cadre de concertation de l'opposition est en train de faire les tours nécessaires. Soyez tranquilles, il se peut que d'une manière ou d'une autre, en chemin, on se croise, qu'on remonte nos propositions, tout comme si on n'était pas rassuré aussi des intentions. L'Union progressiste, le renouveau pourrait dire tout simplement, avancez dans le processus, vous avez vos cadres, vous avez vos techniciens, l'État met les moyens à votre disposition, accompagnez comme vous pouvez le processus de transparence. Nous aussi, on va regarder, le plus important, c'est que ça aboutisse à un résultat qui puisse satisfaire tout le monde. En réalité, monsieur Théophile, oui, allez-y. Le problème du cadre de concertation de l'opposition, c'est que laisser le cadre ou bien les partis politiques de l'opposition mener cette réforme jusqu'au bout, par exemple, pose un problème. Ça pose un problème. Seul, vous voulez en réalité, les partis de la mouvance ont un bémol, je dis une réticence à pouvoir s'associer à la chose, alors que toutes les forces politiques doivent se mettre ensemble pour faire ce travail-là. Même s'il faut avoir un comité de supervision pour superviser cet apurement du fichier-là, il faut que la sélection des cabinets internationaux, des experts internationaux se fasse de façon conjointe pour qu'il n'y ait pas de doute dans la sélection, pour qu'il n'y ait pas de doute sur le travail qui sera livré à la fin de l'opération. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc il faut que vous vous mettiez dans la danse déjà maintenant pour qu'on puisse s'entendre, oui, pour pouvoir faire cet apurement et réussir à avoir une liste électorale informatisée potable, je dirais. Oui, je vous entends, je vous comprends. La démarche inclusive, elle est bonne. Seulement que peut-être qu'il aurait fallu aussi dès le départ que cette démarche soit plus inclusive.
puisque c'est vous qui aviez remonté la préoccupation au niveau du chef de l'État. Vous n'avez pas discuté forcément avec les partis de la mouvance présidentielle avant d'aller porter votre initiative au niveau du président de la République. Nous n'étions pas là, nous n'étions pas dans le secret au moment où vous avez porté, n'est-ce pas, l'initiative. Donc aujourd'hui, vous souhaitez rattraper un peu, en fait, une erreur de procédure. Vous souhaitez... Nous allons l'écouter, vous aurez la parole, voilà. monsieur. Oui. Vous souhaitez rattraper une erreur de procédure. Vous avez commis la maladresse de porter l'initiative seul. Maintenant, le chef de l'État vous a fait la gentillesse, vous a fait la galanterie en tant que père de la nation d'accorder cela. Jusque-là, il n'y a même pas de souci. Pourquoi pensez-vous que l'Union progressiste, le renouveau, ne sera pas d'accord avec la démarche si vous choisissez vos experts? Nous savons qu'au niveau du parti Les Démocrates, il y a des têtes bien faites, il y a beaucoup de cadres, vous avez des compétences que vous pouvez identifier à l'international, il y a beaucoup d'informaticiens, il y a des statisticiens. Donc nous pensons que vous avez le dispositif nécessaire pour accompagner l'opération afin que cela aboutisse. On a beau se mettre ensemble, même si on se mettait ensemble et qu'on proposait par exemple des cadres au niveau de chaque parti par exemple pour pouvoir suivre l'opération, il est toujours possible que des gens ne fassent pas preuve de bonne foi et que ce soit même la même opposition qui, in fine, disent que non, le processus ne les a pas rassurés. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Comme par exemple, on travaille en commission budgétaire, on fait tout ensemble et après, au moment de voter, on dit on ne vote pas. C'est toujours possible. Nous sommes en politique. Il y a des gens qui disent clairement, oui, ben, on a fait ensemble, mais nous, on a reçu instruction de ne pas voter. Ben, on ne vote pas. Donc, en réalité, nous sommes sur un terrain politique. Et ce que j'ai envie de dire ici, c'est que nous ne refutons pas, n'est-ce pas, la nécessité de corriger des choses, d'améliorer des choses. Mais nous disons à l'étape actuelle de ce processus, nous pensons que l'idéal, d'accord, c'est qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut vraiment corriger. Ça, c'est important. C'est important. Le quiproquo est déjà parti de là, de l'appellation même du travail à faire. Dès qu'on clarifie cela, dès qu'on se met d'accord sur le travail à faire, peut-être que l'Union progressiste, le renouveau, va s'associer à l'initiative. Donc, ne préjugeons de rien à l'étape actuelle, d'accord. Je suggère au cadre de concertation de continuer par maintenir le dialogue. D'ici là, peut-être que si nous sommes totalement rassurés, si la méfiance évoquée dans le communiqué de l'Union progressiste, le renouveau, est levée, si nous sentons que la démarche inclusive recherchée, peut-être à la fin, par le parti Les Démocrates qui voulait porter l'initiative seul, si nous sentons que c'est sincère, et qu'à la fin, on ne va pas contester encore eux-mêmes, n'est-ce pas, les résultats, peut-être que l'Union progressiste, le renouveau, appréciera et verra comment accompagner davantage le processus. Très bien. Oui, vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur Todul. Je crois que je vais rappeler que le chef de l'État est le premier patron de la mouvance présidentielle. On est d'accord? Et donc, là, il n'a pas réagi en tant que patron de la mouvance. S'il a accordé l'audit, est-ce que là... il est le patron de la mouvance présidentielle. Qu'on le veuille ou pas, il est le patron de la République. Il est le patron de la mouvance présidentielle. Et donc, que le patron de la mouvance puisse marquer son accord par rapport à une telle procédure. Et que le parti estime, le parti Les Démocrates, en harmonie avec les autres partis de l'opposition, estiment qu'on ne peut pas mener cette démarche-là seul. Et pour des raisons de sensibilité, qu'il faille associer tout le monde, toutes les forces vives de la nation, même la société civile. Vous allez voir que le cadre est en train de faire le tour de tous les acteurs de la société civile pour que cette opération-là soit inclusive, pour que cela reçoive l'assentiment de tout le monde et pour que, l'in fine, le résultat obtenu de ce tapurement-là puisse être accepté de tous. Cela nous permettra en fait de surpasser les crises du passé. Je voudrais le repréciser. Très bien. Ouais, au cours, vous avez multiplié les rencontres, vous avez eu l'avis favorable de certains partis, mais à la date d'aujourd'hui, où en sommes-nous véritablement? Nous sommes en train de continuer en fait le plaidoyer envers les responsables de la société civile. Nous sommes encore en train de faire le tour. Nous espérons que en réalité, les partis de la mouvance, surtout les deux grands partis de la mouvance, l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain, puissent s'entendre de commun accord
sur un calendrier puisse nous rejoindre dans ce combat-là pour que nous puissions sortir quelque chose de potable. Mais il y a la question du délai qui se pose. Non, c'est un fichier informatisé. Et j'ai précisé tout à l'heure qu'en réalité, ce fichier-là est extrait de la base de l'état civil. On est d'accord? L'état civil actuellement, l'une des réformes menées par le président Talon, est informatisé. Donc, l'on peut extraire et travailler sur cette liste. Et j'ai dit tout à l'heure que le seul problème que cela pose, c'est le problème des décès après l'opération. Et ce problème-là, cet apurement-là, même après l'audit de ce fichier-là, et cet apurement, progressivement, on sera en train de faire ce travail-là jusqu'à ce que le délai dans lequel on va rendre la liste à la Sénat, on pourra le lui rendre pour que les élections soient organisées avec un fichier consensuel. Est-ce que vous, ainsi développé, M. de Saville-Yvo, est-ce que vous ne pensez pas là qu'on ne puisse pas parler encore de liste électorale, puisque vous l'avez dit, il s'agit de ceux qui auront 18 ans et des décès. Au fait, il y aura des personnes à ajouter à la prochaine liste, à chaque élection, qu'à chaque élection, c'est en ce moment qu'on peut parler de liste, puisque ceux qui auront 18 ans vont s'ajouter, ceux qui ne sont plus de ce monde, les décédés seront retirés de la liste. Donc tout ça, c'est un travail à faire, on ne pourra plus parler de liste. Je me demande qu'est-ce qu'on veut auditer. Je voudrais repréciser, M. Théodule. Je dis, nous avions une liste existante, celle qui nous a servi aux élections législatives de 2023. Ce fichier-là peut évoluer parce que la base de l'ANIC est numérique. Les nouveaux majeurs de 18 ans qui auront 18 ans pour les élections prochaines, on peut les ajouter à cette liste existante déjà. Bien sûr. Les personnes décédées à la date d'aujourd'hui ou à la date en fait de la livraison de la liste électorale existante là, pour l'audit, on pourrait déjà extraire ceux qui sont décédés. Il ne faut pas occulter un cas. Nous avons connu un problème lors des élections passées. Le cas des déplacements. Où des votants ont l'habitude de voter dans tel centre de vote et se sont vus avec les enregistrements de l'ANIP, se sont retrouvés sur d'autres listes. Le votant, quand il va, l'électeur, quand il consulte son centre de vote habituel et qu'il ne constate pas que son nom est inscrit sur la liste là, il rentre carrément chez lui. Nous avons un défi, le défi du faible taux de participation. Et ce défi-là engage la mouvance comme l'opposition. Et en réalité, pour réussir ce défi-là, il faut que la mouvance et l'opposition se mettent ensemble pour pouvoir avoir une liste qui nous permettra en réalité de faire sortir les Béninois pour exprimer leur suffrage. Je tiens à le préciser. Merci, M. de Saville-Yvo. Nous allons évoluer dans les échanges pour aborder l'autre question, et ça c'est l'actualité politique de la semaine. Je reste avec vous, M. René. Le 5 décembre, le jeudi 5 décembre passé, il y a eu vote du budget de l'État exercice 2025, un budget que les démocrates ont rejeté d'emblée. Un rejet, selon vous, qui pour certains Béninois pose problème. Qu'est-ce qui justifie ce rejet pour vous en tant que vous êtes d'ailleurs un cadre de l'administration béninoise, ingénieur, statisticien, quand vous avez certainement les données à votre portée. Et pourquoi ce rejet? Est-ce à dire vous voulez priver les Béninois de ce dont ils doivent jouir? C'est une question qu'on se pose. En réalité, M. Théodule, je vais commencer par votre dernière phrase. Et notre Constitution prévoit toute mesure. Même quand le Parlement tout entier rejette le budget, le chef de l'État a la capacité de prendre une ordonnance et d'évoluer. Voilà. En réalité, des sensibilités politiques sont présentes au Parlement. Et il y a eu des recommandations que le Parti des démocrates a fait à l'encontre de ce budget-là. Je vais prendre deux éléments essentiels qui me paraissent majeurs. Allez-y. Je crois la part du budget destiné à l'éducation dans le budget exercice 2025 est estimé à 18 milliards. Ça fait pas 18 milliards, 18% en réalité du budget. Du budget, oui. 18%. Alors que le partenariat mondial de l'éducation recommande que l'on puisse aller jusqu'à 20%. Jusqu'à 20%. Il y a le programme national de développement qui recommande qu'on peut aller jusqu'à hauteur de 24,6%.
On s'est arrêté à 18% alors que l'éducation est la base, le socle de toute une nation. N'avons-nous pas de problème dans le secteur éducatif où les agents de l'État partent à la retraite, mais on ne recrute pas de nouveaux? On a trouvé une bonne formule pour installer les aspirants au métier de l'enseignement. Quelqu'un qui a un diplôme professionnel et qu'on décrète qu'il est aspirant, alors que on a la possibilité de le recruter. Pourquoi ne pas hausser ce budget-là et pouvoir prendre en compte le reversement ou bien organiser les concours pour que les gens puissent entrer dans la fonction publique? Donc ça fait partie des aspects pour lesquels en réalité le Parti des démocrates a formulé des recommandations qui n'ont pas été prises en compte. Je prends l'assurance maladie au Bénin, le projet H et tous les autres programmes initiés par le gouvernement. C'est prévu en réalité 8% du budget national qui est destiné à ces divers projets. Mais on ne sent pas cela sur le quotidien des Béninois. Ça rejoint le volet social. On ne sent pas sur le quotidien des Béninois. Le Parti des démocrates a estimé qu'il faille augmenter cette part-là du budget pour pouvoir renforcer le social. Ce qui n'a pas connu l'assentiment des députés de la mouvance présidentielle. Ça fait partie des éléments pour lesquels le parti a décidé de ne pas s'associer à ça parce qu'il estime que le social est floué à terre, le social, la sécurité de l'emploi ne se retrouve pas dans le champ sémantique de la rupture et donc qu'il n'est pas question de s'associer au vote de ce budget. Votre budget. Monsieur Olusegun Gildas, votre réaction par rapport au développement de M. Dossavi Yovo? Non, M. Dossavi Yovo, j'entends des expressions telles qu'on peut gouverner effectivement par ordonnance. C'est-à-dire qu'un budget, lorsqu'il n'est pas voté à l'Assemblée, le chef de l'État, il lui est loisible, n'est-ce pas, de prendre une ordonnance. Vous faites bien de le rappeler parce que, effectivement, j'ai en mémoire que le président Boni a dû prendre une ordonnance, n'est-ce pas, quand il était encore président de la République. Ben, ça n'a pas empêché le bon fonctionnement de notre démocratie. Les démocrates, ce qui pourrait embêter, ce n'est même pas le fait que vous ne votez pas le budget, mais c'est le fait qu'on a l'impression que ça devient un rejet systématique. On a l'impression que c'est de façon mécanique, quel que soit le taux de prise en compte des amendements formulés par l'opposition. En tout cas, je n'ai pas souvenance que vous ayez déjà voté un seul budget depuis que vous êtes là. Donc, le rejet est systématique. Cela fait penser à une position plutôt politique, n'est-ce pas? Une position politique pour montrer que on ne cautionne pas la gouvernance en cours, et parce qu'on ne cautionne pas la gouvernance en cours, même quand on travaille en commission, même quand on formule, n'est-ce pas, des recommandations et que sur, c'est pas la dizaine de recommandations, on prend 8 ou 9 recommandations en compte, on peut toujours prétester de quelques cas non pris en compte pour rejeter le budget. Quand cela ne tienne, je crois que tous les Béninois comprennent, n'est-ce pas, que c'est une position totalement politique. Le plus important, quand vous parlez des choses qui ne vous semblent pas totalement prises en compte dans ce budget, mais l'honnêteté intellectuelle recommande que vous puissiez voir que dans ce budget-là, n'est-ce pas, on est passé de 3100 milliards à 3551 milliards aujourd'hui. Et les secteurs qui connaissent une augmentation subséquente sont des secteurs à fort impact sur le social. La santé. On ne me dira pas, même si on est contre un gouvernement, on ne me dira pas que le fait de prévoir un hôpital moderne, par exemple, qui puisse limiter les évacuations sanitaires dans notre pays, on ne me dira pas que c'est une mauvaise chose. On ne me dira pas que du côté de l'éducation, que vous faites si bien de citer, puisque ça fait partie aussi des justificatifs qui amènent ce budget-là à bondir de près de 300 milliards par rapport au budget de 2000, le budget en cours d'exécution là. On ne me dira pas que le fait de mettre un accent sur l'enseignement technique, parce qu'il y a des projets prévus au niveau du programme d'action du gouvernement, qui par ailleurs ont connu quelques retards, du fait aussi de la mobilisation financière
qu'on veut aujourd'hui, n'est-ce pas, à qui on veut donner plus de priorité pour aller dans le sens que vous voulez, qu'on ait une éducation qui commence par se porter davantage, qu'on puisse avoir le projet H qui marche davantage, qu'on puisse continuer avec le programme de cantine scolaire, qu'on puisse faire en sorte, quand on évoque la question du social, vous ne me direz pas que le fait de prévoir, après près de 60 ans d'indépendance, finalement la route Kouandé-Kérou, vous ne me direz pas que le fait d'avoir du sens pour ces populations qui ont toujours vécu le calvaire, le fait de prévoir ces routes-là pour faciliter les approvisionnements, on ne me dira pas que ça n'a pas un lien avec le social. Certes, ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec vous que ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas, ça me permet encore de rebondir sur quelqu'un qui, quand vous dites le social, est floué à terre. Non. Non, cher ami, je vous demande de revisiter l'histoire. Vous savez, c'est quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si ça va vous revenir, en 2008, la personne disait que nous sommes comme une armée en manque de munitions désormais. Les caisses de l'État ont été vidées à cause du social. On ne pourra pas continuer ainsi, mes chers compatriotes. Je voudrais que vous acceptiez finalement la vérité des prix. Et ça, celui qui l'a dit, c'est le président Boni Yayi. C'est le président Boni Yayi qui, dans l'exercice du pouvoir, a été obligé de confesser à ses concitoyens à l'occasion de la consultation nationale sur le forum de la vie chère tenu au Centre international de conférence. C'est le président Boni Yayi qui disait que le gouvernement a fait trop dans du social en subventionnant trop de secteurs et que finalement les caisses de l'État sont vides, l'État est étouffé, l'économie ne tourne pas. Il a réuni, n'est-ce pas, la République. Il a réuni les forces vives de la nation et l'ensemble du gouvernement pour dire cela, pour dire que non, que ce social tel que c'est fait, ça vide les caisses de l'État et qu'il ne peut pas continuer de cette façon-là. Et donc, quand on est à l'exercice du pouvoir et quand on est en dehors du pouvoir, on peut se permettre d'avoir des positions qui parfois ne sont plus à côté de la réalité. Aujourd'hui, le président Patrice Talon fait quoi? Il fait l'effort de mettre en œuvre ces remarques, ces reproches faites par le président Boni Yayi, mais qui n'a pas toujours eu le courage de mettre, n'est-ce pas, d'appliquer à cause de son élan populiste. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un président qui pense que nous avons touché le fond. Nous avons touché le fond et qu'il faille redresser un peu la barre avant de redistribuer davantage, n'est-ce pas, la richesse nationale. Et le président Patrice Talon, en le faisant, ne fait rien d'extraordinaire. Vous avez vu Tinubu arriver au Nigeria. Il a dû faire en sorte qu'on puisse appliquer la vérité des prix. Ça a créé des tollés, ça a créé des marches. Le peuple n'est peut-être pas content. Le Nigeria aujourd'hui, c'est 34% de taux d'inflation. Mais pour la première fois, on applique la vérité des prix au Nigeria. Ça fait très mal. On a élu Patrice Talon, vous et moi, et peut-être d'autres compatriotes, ont élu Patrice Talon pour qu'il vienne appliquer quoi? Un programme de nouveau départ sur la base d'une rupture. Rupture justement avec cette incapacité à prendre des décisions qui comptent pour sauver l'avenir du pays. C'est sur cette base que nous avons élu Patrice Talon. Nous n'avons pas élu Patrice Talon pour qu'il vienne continuer avec du saucissonnage. Ce n'est pas pour ça que les Béninois l'ont élu. Merci. Oui, monsieur le Xavier, vous allez il faut que je place quand même un mot. Oui, allez-y. Oui. Le social, je le reprécise, le social est bafoué en République du Bénin aujourd'hui. Je vais prendre quelques éléments concrets pour pouvoir illustrer. La santé. Vous avez évoqué par exemple l'augmentation du budget destiné au ministère de la Santé par exemple. Oui, c'est vrai. Et un hôpital à référence internationale. Pour quel type de Béninois? Pour quel type de Béninois? Les Béninois ne méritent pas ça? Non, pour quel type de Béninois? En termes de suffisance financière, parce que ça aura un coût. Le pouvoir d'achat du Béninois aujourd'hui est à terre. Quelles sont les mesures d'accompagnement que le gouvernement met en place pour pouvoir atténuer? C'est vrai. Vous avez évoqué le cas du président Yayi, qui à un moment donné a émis quelques réserves contre cette subvention du coût de la vie. Mais en réalité, ça ne l'a pas empêché de garder l'ONASA jusqu'au terme. On peut reprocher à l'ONASA peut-être le style de gestion. Voilà, mais on peut remodeler. On a comme l'impression qu'on veut effacer de la mémoire collective toutes les bonnes actions, des actions défunts, des gouvernements défunts. Et c'est ça qui pose problème. Je prends la jeunesse.
La jeunesse s'adonne aujourd'hui à de l'oisiveté, à la cybercriminalité, au dogme et tout. En réalité, quelle est l'implication de la jeunesse même au cœur de l'action de l'État? Ça pose problème. On dit qu'avec la GDIZ, par exemple, on tend à recruter des gens et on nous donne des nombres faramineux. Que peut faire un jeune qui est payé à 50 000, à 60 000, en fonction du coût de cette vie chère, où le prix du litre d'huile est à 1800 ou 1900? Ça pose un problème. Il faut que le président Talon pense aux Béninois. Je vais paraphraser par exemple l'archevêque et émérite métropolitain de Cotonou, Monseigneur Antoine Gagnet, qui disait, à l'occasion du colloque organisé en 2024 sur le code électoral, il disait ceci, qu'il a l'impression que le président Talon, il fait des choses magnanimes, qu'il aime le Bénin, mais qu'il a l'impression qu'il n'aime pas les Béninois. Ça pose un problème. De fortes voix s'élèvent pour dire au président, revois le côté social. Lui-même, quand il prenait le pouvoir, il disait, nous allons compromettre la paix, au nom du développement, je suppose. Il a fait 5 ans. Pendant qu'il battait campagne pour son second mandat, il dit, excusez-moi, je vais placer un terme. Je serrer ceinture, il faut maintenant là, on a serré la ceinture, maintenant on va desserrer. Pour ses accompagnateurs, les partis de la mouvance présidentielle, quand ils étaient sur le terrain, on a chanté le rôtement social. Rôtement social, rôtement social. Mais nous sommes à 9 ans de gestion du pouvoir d'État. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Le Béninois, cette lueur d'espoir qu'il avait en 2016 quand il portait son choix sur le président Talon, cette lueur d'espoir est tombée. Là où le Béninois est actuellement, c'est qu'il se résilie à s'adapter pour qu'en mai 2026, que cette page puisse être tournée. Mais le président Talon a encore la possibilité de rattraper. Il a encore un an. Il peut poser de grands pas. Le social, il faut qu'il attaque. Les réformes constitutionnelles, je dis, les réformes chrysogènes, nous allons en aborder peut-être dans la suite. Il faut qu'il puisse poser des pas de cran pour entrer dans la mémoire collective comme quelqu'un qui aura marqué le Bénin. Très bien. Oui, monsieur, très rapidement, pour qu'on puisse aborder. Oui, allez-y, monsieur. Ce qui me réjouit, c'est que mon vis-à-vis ne me contredit pas quand le président de son parti, le président Boni Yayi, a sorti les propos que j'ai cités tout à l'heure pour montrer que, effectivement, le social tel qu'on l'a inculqué dans la tête de nos compatriotes était du saucissonnage et que ce n'est pas tenable. Vous ne m'avez pas contredit. J'ai cru un instant que vous oseriez dire que le président Boni Yayi n'a pas dit que les caisses de l'État se sont vidées à cause du social et qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut laisser la vérité des prix s'appliquer. La vérité des prix, vous savez, je suis, tout comme vous, d'accord avec un fait. La vie chère. Nous ne nions pas cela. Et le premier à le reconnaître à partir de 2022, dans son discours sur l'état de la nation, c'est bien le président Patrice Talon lui-même qui a reconnu que l'un des enjeux majeurs que nous avons, des défis majeurs du Bénin à l'heure actuelle, c'est la question de la cherté de la vie et des enjeux sécuritaires liés à la montée de l'extrémisme violent. Donc le président de la République sait ça. Mais quand il sait ça, il y a ce que vous ne dites pas assez. Il y a ce que vous n'aimez pas que les compatriotes comprennent. Ce que nous ne disons pas assez, c'est que nous faisons comme si c'est le gouvernement qui fait que la vie est systématiquement chère. La vérité que nous ne disons pas, c'est qu'il y a un contexte aussi. Et que dans la sous-région, les pays traversent le même souci à cause des événements que vous et moi, nous avons connus, qui ont eu des impacts sur nos économies. Vous ne me direz pas que l'effet Covid est passé. Vous ne me direz pas que les tensions géostratégiques sont passées. Vous ne me direz pas que le fait qu'à un moment donné, le Nigeria ait pris des mesures pour fermer sa frontière, ça n'a pas eu des incidences sur notre économie. Le Bénin se bat pour atténuer au maximum les effets. Vous savez que jusqu'à présent, il y a des secteurs qui continuent pas à être subventionnés au niveau de l'État. Mais les résultats
ne sont pas forcément perceptibles dans nos marchés. C'est vrai, le pouvoir d'achat souffre. C'est vrai, je le reconnais. C'est une vérité. Mais ça souffre pourquoi? Ça souffre aussi parce que malgré ce contexte difficile que je viens d'énumérer tout à l'heure, nous avons fait le choix d'accepter aller vers la rupture pour avoir des résultats aussi sur d'autres domaines dans lesquels nous étions trop en retard. Nous étions énormément en retard sur le champ des infrastructures stratégiques qui comptent. Et c'est ensemble que nous avons dit, ne gaspillons plus nos ressources comme par le passé. Comme le président Boni Yaye même le reconnaît, où il a fait Papa Bonheur, il distribuait ça partout là. Il a reconnu qu'il ne peut pas continuer comme ça. Alors, Patrice Talon a dit, ok, je vais écouter mon grand frère, le président Boni Yaye. On ne peut pas continuer par gaspiller les ressources de l'État. Il faut qu'on sème, n'est-ce pas, les bases stratégiques pour le développement futur du Bénin. C'est ce sacrifice-là qui fait que nous transpirons tous actuellement. Mais vous finissez par une bonne note. Oui, il reste 1 an de gestion, au moins. Mais je pense que durant cette année 2025 qui arrive, grâce aux mesures que moi j'ai vues dans ce budget, je pense qu'il faut garder espoir. Il faut garder espoir parce que beaucoup de choses vont davantage s'améliorer au plan social. Pas pour que finalement on retombe dans une situation d'avant 2016. Ce n'est pas possible. Ce qui est devenu cher aujourd'hui ne peut pas devenir moins cher comme avant 2016 à cause du contexte international. C'est progressivement, en allant vers nous-mêmes plus d'autonomie, en produisant davantage ce dont nous avons besoin. Je crois que progressivement, nous allons faire chuter un certain nombre de prix pour atténuer la difficulté de nos mères, la difficulté de nos pères, de nos frères et sœurs, n'est-ce pas, qui souffrent le matin. Et quand vous parlez de cybercriminalité, honnêtement, j'ai envie encore de vous répondre à ce niveau que le seul gouvernement qui est venu lutter contre la cybercriminalité, c'est le gouvernement de Patrice Talon. Pourtant, le phénomène existait depuis. Très bien. Très rapidement, et puis nous allons aborder. Voilà. En réalité, le président Yaye a tenu ces propos que vous avez énoncés tout à l'heure. C'est face à la montée vertigineuse en réalité des réclamations syndicales. Il leur pointait du doigt en réalité que ces secteurs étaient subventionnés et qu'il y avait le FMI et la Banque mondiale sur le dos et qu'il ne fallait pas dépasser un ratio, un seuil. En réalité, c'était de ça qu'il s'agit. Ça ne l'a pas empêché de mener des réformes sociales, d'accompagner son peuple jusqu'à la fin. Il l'a fait. Le président Talon, quant à lui, il l'a toujours clamé, le Bénin lui a tout donné. Et il a côtoyé les agriculteurs. On l'appelait autrefois le roi du coton. On est d'accord? Quelqu'un qui a côtoyé les agriculteurs et il sait, en venant au pouvoir, que le Bénin avait un problème d'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut attaquer? L'une des premières réformes phares que le président Talon, connaisseur des agriculteurs, devrait mener, c'est le problème de l'autosuffisance alimentaire. Mais observez nos paysans. Est-ce qu'ils bénéficient du fruit de leur labeur? Ils ne bénéficient pas du fruit de leur labeur, de telle sorte que le jeune diplômé, quand on lui dit que la terre ne ment jamais, mais il regarde le cultivateur, il regarde le paysan, il dit, mais vous dites que la terre ne ment jamais. Le spécialiste de la terre, regardez, observez-le. Il est le plus misérable, alors que c'est lui qui fait la production. Mais les rois viennent ramasser la production et en font ce qu'ils veulent, bénéficient du fruit de son labeur. Très bien. Merci, oui. Monsieur de Savy. Nous allons évoluer puisque c'est toujours dans ce souci-là que le Conseil des ministres du mercredi 11 décembre 2024 a officialisé la liste des 12 ministres conseillers nommés. Monsieur Olusegun, est-ce que cette nomination, à la lecture, ça semble afficher c'est-à-dire du soutien pour parfaire le programme d'action du gouvernement, puisque c'est pratiquement la dernière année du deuxième quinquennat du président Patrice Talon. Merci, cher ami Théodule. Tout à l'heure, mon bien-aimé Irénée faisait remarquer que en 1 an, on peut encore changer une certaine tendance. Et je crois que c'est toujours dans le but
d'aller dans ce sens pour mieux encore donner de l'efficacité au programme d'action du gouvernement, pour mettre des gens d'expérience aussi dans certains secteurs pour accompagner l'action gouvernementale, qu'il a plu, n'est-ce pas, à celui-là à qui nous avons donné la responsabilité de conduire l'action gouvernementale, de conduire la destinée de notre pays. Il lui a plu, n'est-ce pas, d'appeler ces personnes aux ressources-là pour accompagner l'équipe gouvernementale, pour l'accompagner dans cette dernière ligne droite, qui est une ligne importante. Vous savez, le président Patrice Talon, son ambition, c'est d'être porté en triomphe. Et moi, je pense que le président Patrice Talon, il sera porté en triomphe. Il sera porté en triomphe, et l'une des mesures qui me donne espoir, c'est aussi que certains qui ont été appelés au niveau de cette équipe de 12 ministres conseillers, je crois qu'il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience, il y a de la qualité, et que nous allons pouvoir le ressentir très bientôt sur un certain nombre de choses qu'on va commencer par voir bouger, n'est-ce pas, à partir de l'année 2025. Je ne veux pas être plus royaliste que le roi pour venir étaler des choses ici. Vous savez, ce n'est pas trop le fonctionnement de la maison. Nous préférons parfois surprendre, surtout quand c'est des décisions du genre, mais je crois que ça semble encore vouloir booster le social davantage, voilà, mieux que par le passé. Et je crois qu'on pourra voir tout de suite, n'est-ce pas, les impacts de cette nomination. Il est à souhaiter que, véritablement, ces 12 personnes aussi qui ont été nommées puissent prouver qu'elles ont leur place vraiment aux côtés du président de la République, en aidant le président de la République pour qu'on ait une valeur ajoutée. Que leur présence, qu'on ne se demande pas finalement, mais pourquoi on les a nommés. Donc, il va falloir que ça se bouge, que ça soit au front pour accompagner le président de la République. Le président de la République ne peut pas tout voir, il ne peut pas tout comprendre. C'est pourquoi on a besoin d'une opposition. On a besoin d'une opposition qui, à des moments donnés, sait taper du poing sur la table, sait dire que dans tel secteur, ceci ne va pas, cela ne va pas. Parce qu'on a beau être tout-puissant président de la République, on n'a pas toujours les retours d'informations qu'il faut en temps réel. Moi, je pense qu'avec ces ministres conseillers-là, qui certainement auront plus de temps que les ministres du gouvernement qui sont à l'opérationnel, les ministres conseillers auront un peu plus de temps pour être au contact de nos compatriotes pour des remontées d'informations encore plus intéressantes qui font qu'il y a de la célérité dans la mise en place de certaines mesures. Très bien. Monsieur Dossavi-Yovo, en tout cas, cette loi, cette décision a été longtemps, je dirais, bourdée à l'Assemblée nationale par les démocrates. Il y a eu beaucoup de critiques. On a estimé que non, c'est une manière de gratifier les laissés en rade du gouvernement du président Patrice Talon. Mais pourquoi il y a eu tout ce remue-ménage au sein de l'opposition par rapport à ce dossier? Monsieur Théodore Oussa, ces nominations ne reflètent pas la personnalité du chef de l'État. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quelqu'un. C'est lui qui a fait la. C'est quelqu'un qui est attaché aux compétences. La preuve, les ministres qui sont en poste actuellement ont fait 8 ans, 9 ans. Donc, c'est quelqu'un qui mise sur les compétences. On peut se référer déjà au début de son premier quinquennat à la célèbre maxime là, et désir de compétences. On est d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est attaché à ce bréviaire de compétences. Je reviens étymologiquement sur le thème conseiller. Un conseiller sectoriel d'un chef d'État, d'un président, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est à même de l'aider dans un secteur donné à la prise de décision. Donc, le conseiller est en réalité un outil d'aide à la décision pour le chef de l'État. Mais que l'on vienne à nommer des conseillers qui, à la limite, n'ont pas des compétences dans des secteurs donnés, et ça pose problème. Je crois, j'ai suivi le porte-parole la dernière fois qui disait qu'on a misé sur la compétence, l'expérience et l'engagement politique. Compétence. Et je prends par exemple notre pays qui souffre sous le vent de l'extrémisme violent, comme vous l'avez remarqué. Nous avions besoin de stratégies militaires.
Nous avions des généraux à la retraite. Nous avons par exemple des colonels en activité. Nous avions des enseignants d'université en stratégie militaire. Le président nous a habitués à des réformes sur les collaborateurs extérieurs. Et le Béninois Landa a déjà compris qu'on peut solliciter de la ressource extérieure ailleurs. Pourquoi ne pas aller chercher les compétences dans ces secteurs clés? Je prends l'exemple du secteur de la santé. Nous manquons de médecins au Bénin. Nous manquons d'épidémiologistes au Bénin. Non, il y a de la compétence qui peut jouer ces rôles-là. Parce que ces personnes-là ne sont pas compétentes. Non, pas qu'ils ne sont pas compétents. Ces personnes-là sont peut-être compétentes dans d'autres domaines donnés autres que les secteurs qu'on leur a attribués. Et c'est là que le problème se pose. Les Béninois se disent que c'est un gâteau offert pour aller en campagne précoce. Wow. Utiliser les moyens de l'État pour aller sur le terrain et commencer la propagande politique. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que notre pays est sous le vent de l'extrémisme violent. Le budget destiné au ministre conseiller, ça pourrait servir par exemple à doter notre force nationale, l'armée et la police de moyens adéquats pour lutter contre le terrorisme, pour aider à sécuriser nos frontières. Et donc c'est de cela qu'il s'agit. Le contribuable va encore en souffrir pour qu'on puisse mettre à la disposition des ministres conseillers des véhicules et un budget. Ça pose problème au moment où le Béninois souffre, au moment où le Béninois lambda n'arrive pas à se donner un repas copieux par jour. Vous voulez que l'opposition cautionne ça? On ne peut que dire au président Talon que ce n'est pas bon et qu'il faut qu'il se ravisse, qu'il puisse orienter les ressources dans les domaines où ça va plus servir à la majorité des Béninois qu'au détriment de partenaires politiques que l'on veut, de partenaires politiques mécontents, j'allais dire. Parce que la plupart, c'est des rescapés, c'est des gens qui accidentellement se sont retrouvés au garage. Donc il fallait les recruter. C'est l'agenda de 2026 qu'on est en train de dérouler. Parce que trop de mécontents dans les rangs, ça ne va pas pouvoir arranger. Mais c'est mauvais pour le contribuable béninois. Parce que nos caisses vont saigner. Très bien. Oui, votre réaction, M. Olusegun, rapidement, parce que nous avons un dernier sujet à aborder très rapidement. Non, oui. Ce qui me fait sourire, c'est... Nous sommes très jeunes. Et parfois, quand on est jeune et quand on n'est pas au fait de certaines réalités de la gestion politique, on peut croire que les choses se passent de la manière avec laquelle on les imagine. Donc, je vous concède le droit de croire que forcément, à chaque poste ministériel, il faut nommer uniquement quelqu'un qui est du domaine. Non. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que sur la centaine de ministres nommés par Boni Yayi, on connaissait ceux qui avaient des profils indiqués pour occuper les postes. Je ne vous ferai pas cet affront-là. C'est le président qui a usé, abusé des nominations. Combien de fois a-t-il tenu compte des profils pour le faire? Donc vous êtes très mal placé, vous parti d'opposition, pour soulever cela. Celui qui distribue plus de gâteaux dans ce pays pour les nominations politiques, c'est encore votre chantre, le président Boni Yayi, qui le fait. C'est lui le champion, toutes catégories confondues, des remerciements politiques, des postes politiques. C'est pourquoi il a fait autant de gouvernements, de remerciements. Donc aujourd'hui, que Patrice Talon, n'est-ce pas, veuille appeler des gens d'expérience qui parfois ne sont pas forcément du même domaine, mais qui ont eu un parcours, et il pense que ces gens-là peuvent l'aider au niveau de son action gouvernementale, je trouve honnêtement que vous êtes mal placé. C'est vous qui avez fait saigner les caisses de l'État béninois par des nominations fantaisistes de remerciements. C'est vous, les champions de ça. Donc vous n'allez pas tromper les Béninois pour faire croire que vous ferez mieux. Non, vous ne nous avez pas habitués à de la modestie quand il s'agit de gérer avec parcimonie les ressources publiques. Au contraire, vous en avez usé et abusé. Votre réaction? Oui. Le président Yayi Boni, déjà au début, a marqué son accord pour le social. Et il a fait. Ce n'est pas à la fin, par exemple, que le président Patrick et le président Yayi Boni a multiplié, par exemple, les nominations. Pourquoi quelqu'un qui est resté dans une constance et dans une placabilité jusqu'à 8 ans, 9 ans, décide in extenso de commencer par faire des nominations fantaisistes? Un conseiller, un ministre conseiller, quelqu'un qui veut conseiller, qui n'a pas de l'expérience dans le domaine pour lequel il veut conseiller. Mais ça pose un problème. C'est vous qui connaissez l'expérience, c'est vous qui déterminez ou c'est le chef de l'État?
Non, mais ça pose un problème. Ça pose un problème parce que quand on prend un profil donné, Oui. qui veut conseiller un chef d'État, j'imagine, vous allez prendre par exemple un maçon qui va dire qu'il va conseiller le chef de l'État en matière économique. Mais ça pose un problème. Ce n'est pas un ministre qu'on est en train de nommer, mais c'est un conseiller du chef de l'État dans un domaine sectoriel. Mais il faut, c'est de la compétence, c'est de la valeur, parce que le chef de l'État étant un généraliste, n'est pas un spécialiste du domaine, mais il a besoin des compétences pointues ou des analyses pointues qui vont permettre la prise de la décision, non? Un peu de ça bémol. Pose un problème. Un peu de bémol. Voilà. Un peu de bémol. Sinon, je vous ramènerai au fait que vous avez accepté d'envoyer des gens au Conseil économique et social. Je ne sais pas si c'est la base des bons profils que vous avez accepté d'envoyer, vous, parti d'opposition, vous avez nommé comme tout le monde des gens que vous avez envoyés au Conseil économique et social. J'entends d'ailleurs vos jeunes se plaindre du fait qu'eux, ils sont plus compétents pour occuper ces postes-là et que le parti politique, les démocrates, a choisi donc c'est la même chose. De la même manière. Vous reprochez quoi alors? Ce n'est pas que nous. Vous reprochez quoi alors? Non, il faut des jeunes de chez vous, je ne veux pas le nommer, mais qui trouvent scandaleux le fait que les démocrates aient choisi encore des personnes d'un certain âge pour aller au Conseil économique et social pendant que eux, ils sont au front. Majoritairement, l'UPR a choisi des députés garés. Le profil est où là? Le débat que vous faites, le profil est où? Le Conseil quand on va au Conseil, quelles sont les attributions du Conseil Quand on va au Conseil économique et social, oui. aussi, c'est pour conseiller. Il faut avoir, n'est-ce pas, de l'expérience, il faut avoir à donner à ce voilà. Ça s'appelle conseil. Le Conseil social. Économique et social. Nous avions envoyé par exemple des économistes. Vous avez fait des choix, oui, comme vous avez fait des choix hasardeux par endroits que vos propres jeunes critiquent au niveau, n'est-ce pas, du parti d'opposition, les démocrates. En réalité, vous n'êtes pas très bien placé. Malheureusement, sur ce débat, vous êtes mal placé en tant que parti d'opposition pour donner des leçons au président Patrice Talon, parce que comme je le dis, c'est votre gestion qui est championne, toute catégorie confondue de nomination fantaisiste. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Le président Patrice Talon aussi a décidé d'entrer alors sur ce terrain-là. 12 personnes qu'il a appelées. Non mais attendez, c'est tout au début. 12 personnes qu'il a appelées. Tous les députés de l'UPR qui étaient au garage, ils sont au Conseil économique et social maintenant, oui ou non? Et les votes qui sont au garage? Mais nous, on n'était pas au cœur de la gestion. Et vous avez accepté quand même venir? Mais ce sont les lois qui ont permis à ce que le parti, les démocrates, puissent mandater des personnalités pour siéger au Conseil économique et social. Vous n'avez pas vu d'inconvénient à ne pas siéger dans ces structures-là, par exemple? Mais c'est la loi. Merci à vous, chers invités. Monsieur Irénée Dossavi-Yovo, je rappelle qu'il est ingénieur statisticien, membre du parti Les Démocrates. Il est en face de monsieur Gildas Olusegun Aizanon, administrateur en gestion de projet, membre donc du parti UP Le Renouveau. Nous allons, si vous le permettez, mesdames et messieurs, aborder très rapidement, pour les quelques minutes qui nous restent, le dernier sujet. Vous le savez, nous avons le 11 décembre dernier, notre constitution a fait, nous avons fait 34 ans de pratique constitutionnelle. Alors, on se pose la question, aujourd'hui, est-ce que avons-nous fait des avancées? Pour quelle avancée? Monsieur Dossavi-Yovo, je vous passe la parole. Et selon vous, quelle avancée pouvons-nous noter, vous, en tant que Béninois, en tant que cadre? Vous avez été témoin également de tout ce qui s'est passé au cours de cette conférence et de l'évolution de l'actualité politique démocratique au Bénin. Quelle avancée pouvez-vous noter en des thèmes clairs et peut-être sincères? 34 ans de pratique constitutionnelle, je dirais 24 ans de démocratie, 9 ans de malaise. Parce que depuis 2016, on a l'impression que l'état de droit et la démocratie au Bénin sont menacés, molestés. Et à telle enseigne que la peur, la psychose a été érigée au rang de règle en République du Bénin. Est-ce là des thèmes de l'opposition? Enfin, c'est le constat du Béninois. C'est le constat du Béninois. C'est le constat du Béninois. Nous avions, comme habitude par le passé, que si nous avons souvenance, le juge constitutionnel a obligé un président de la République à reprendre son serment. Je crois, en juin 2006, il y a une révision de la Constitution que le juge constitutionnel a demandé de surseoir parce que
parce qu'elle a érigé le consensus au rang de valeur constitutionnelle. Et le juge constitutionnel actuellement est en train de perdre de sa noblesse. La noblesse du juge constitutionnel est mise en jeu. Il faut que nous puissions nous asseoir pour pouvoir faire le point et pour pouvoir réorienter la démocratie et l'état de droit au Bénin. Ce qui s'est passé pendant 9 ans, vraiment, c'est... Si l'on peut passer un coup de chiffon sur cette mémoire collective, ce serait très bien parce que c'est regrettable, parce que le Bénin a été le porte-flambeau de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Les pères de la conférence nationale, dans leur tombe, ils vont se retourner. Et c'est une malchance pour eux que quelqu'un soit venu et qui a décidé d'effacer toutes les bonnes œuvres de la mémoire collective. Et c'est regrettable. Mais nous estimons que nous sommes tous béninois. Le Bénin est un et indivisible. Il faut qu'on puisse s'asseoir pour remettre les pendules à l'heure. Ça ne nous arrange pas. Nous sommes béninois. Nous n'avons nulle part où aller. Donc il faut que la pratique constitutionnelle, telle qu'elle a commencé jusqu'en 2016, nous sommes en train de faire là maintenant une traversée du désert. 9 ans de traversée du désert, ou en quelque sorte 2019-2024, disons 2019-2026, à moins que le président Talon change de fusil d'épaule maintenant et puisse appeler tout le monde à l'unisson pour que nous puissions reprendre avec les bonnes pratiques d'état de droit et de démocratie. Sinon, ce n'est pas du tout bon pour la mémoire collective. Très bien. Merci, docteur Olusegun Gildas. Allez-y, votre réaction. Passer un coup de chiffon sur cette mémoire collective. Je me rends compte que c'est vous qui sembliez vous offusquer de ce que quelqu'un tentait d'effacer les bonnes œuvres qui étaient avant lui. Je me rends compte que c'est vous qui demandez à ce qu'on passe un coup de chiffon sur l'action, n'est-ce pas, d'un autre. Comme quoi, bon, il ne faut pas aller peut-être trop loin pour entendre une chose et son contraire à la fois. Ce que j'ai envie de vous dire sur la démocratie, oui, moi je fais partie de ceux-là qui disent très honnêtement que notre processus démocratique était suffisamment grippé et qu'il fallait la tropicaliser. Je ne dis pas que tout ce qui se fait sous le président Patrice Talon est rose et qu'il n'y a pas matière à amélioration ou alors qu'on n'aurait pas pu éviter certains excès. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que 24 ans de pratique démocratique, comme vous l'évoquiez tantôt, c'est aussi 24 ans d'insatisfaction en termes de développement. C'est 24 ans de dépit pour les Béninois qui n'ont pas compris pourquoi démocratie doit rimer avec pauvreté, pourquoi démocratie doit rimer avec sous-développement, pourquoi démocratie doit rimer avec gabégie économique. Le président Patrice Talon, qu'on a élu sur la base d'un programme de nouveau départ et de rupture, a pensé qu'il est important pour nous de savoir désormais être ferme sur un certain nombre de choses qui, par le passé, ne nous ont pas permis d'avancer. C'est pourquoi il vient et il attaque par là où les autres ont manqué de courage. Quand il parle, vous sentez un président de la République qui n'est pas forcément très heureux de faire mal. Il l'a d'ailleurs dit. Il sait qu'il est en train d'appuyer sur certains leviers, n'est-ce pas? Il sait qu'il nous demande de serrer les ceintures. Il sait aussi qu'il est en train de mettre, n'est-ce pas, le doigt dans des plaies, n'est-ce pas, que nous avions avant pour pouvoir aller vers un idéal de rupture qui porte le pays à un certain niveau. La démocratie est une très belle chose quand ça peut régler le problème de faim de nos populations. Lorsque la démocratie se limite uniquement à la liberté d'expression et au renouvellement uniquement de la classe politique pour que les mêmes viennent continuer par piller le pays ad vitam aeternam et que nos parents au village souffrent, cette démocratie est problématique. Il faut qu'on trouve une forme de démocratie aussi qui ne limite pas, n'est-ce pas, un certain nombre de visions. Le président Patrice Talon, en tout cas pour l'instant, il est dans sa vision. Clairement. Il est clairement dans sa vision, il est en train d'exécuter le programme d'action du gouvernement, certes,
c'est une forme de démocratie tropicalisée. Certes, il a eu des excès que moi, personnellement, je n'ai pas hésité à condamner, mais je vous dis que l'espoir est permis. L'espoir est permis parce que là où nous allons maintenant, je pense que le peuple béninois a fait les sacrifices nécessaires. Nous avons compris que même si le président Patrice Talon, n'est-ce pas, venait à laisser le pouvoir, et il va laisser le pouvoir en 2026, c'est clair que personne ne peut plus ramener le Bénin à ce qui se passait comme pratique démocratique d'avant 2016. Il y a trop de laisser-aller, il y a trop de laxisme. Il y a trop de laxisme. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, cette volonté de rupture-là. Faire en sorte que notre démocratie, c'est vrai, puisse générer un peu plus de développement. Et quand on a choisi de faire des réformes complexes, telles que la réforme du système partisan, que vous dites que nous-mêmes à la mouvance, là, nous, on est content de perdre nos partis pour venir fondre dans de grands ensembles où on nous casse la main, on ne peut plus faire... Non, ce n'est pas facile pour nous tous d'accepter cela. On n'est pas content de le faire. Il y avait des gens qui se retrouvaient au haut niveau de l'échelle. Moi, j'étais responsable d'un parti politique à un certain niveau. Mais je me retrouve aujourd'hui simple militant au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Qui vous dit que ça fait plaisir de se retrouver forcément dans ces positions-là. Mais c'est ça aussi la réforme du système partisan, parce que si nous ne faisons pas ainsi pour avoir de grandes machines telles que LD, imaginez aujourd'hui, qu'on soit content ou pas, LD semble être une machine qui travaille à la conquête du pouvoir, n'est-ce pas? C'est un peu plus structuré. C'est un ancien chef d'État qui a pris en main cette machine-là et qui vous dit que LD ne peut pas en 2026 conquérir le pouvoir d'État. Si LD réussit à conquérir le pouvoir d'État, LD pourra exécuter sa vision, n'est-ce pas, pour le pays. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Et donc, je dis que la démocratie, oui, il y a des couacs, c'est vrai, mais je crois que progressivement, nous sommes en train de faire notre marche pour améliorer les choses et trouver le juste équilibre qui nous permette d'avoir la liberté de faire notre démocratie, mais de mieux faire aussi du développement. Très bien. En réalité... Oui, parce qu'ils sont pratiquement... Ok, d'accord. Les réformes qui ne placent pas l'humain au cœur de l'action, ces réformes-là sont vouées à l'échec. Le consensus. Vous voyez, les réformes politiques, surtout, les réformes politiques sont à l'origine de la menace de la paix que nous observons dans notre pays aujourd'hui. On décide de faire le coup de force seul. Vous voyez les résultats. Le coup de force, qu'est-ce que vous appelez coup de force? Au niveau des lois électorales. Ah ouais. Mais c'est ça, non? Notre paix est menacée, la démocratie est menacée à quel niveau? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Cette façon d'avoir un monopole seul pour pouvoir mener les réformes, ça ne marche pas. Il faut mettre le consensus. Et pour avoir le consensus, il faut qu'on dialogue. Les réformes sont là, chrysogènes. On tend vers encore une autre élection. Nous voulons que le président Talon ramène la balle à terre. Qu'il dialogue avec toutes les forces vives de la nation. Mais il vous reçoit. Même si c'est... Il vous reçoit. Même si c'est le vocable que le parti, les démocrates ou bien l'opposition prononce en disant dialogue politique, même si c'est une réunion ou un café politique, que le président de la République, ou bien un café des forces vives de la nation, que le président Patrice Talon puisse se rendre disponible. Mais il vous reçoit, il reçoit les partis de l'opposition. Et combien de fois? Combien de fois vous avez demandé et il a refusé? Non, combien de fois? En réalité, la demande qui lui a été faite, la demande qui lui a été faite la dernière fois, c'était de convoquer une assise. Si c'est le mot assise qui pose problème, parce que je vois qu'il y a trop d'intellectuels au niveau de la mouvance, vous tenez au mot. Fichier électoral, assise. Mais dites à Tchakpodi, lui-même il a employé ce mot une fois, qu'il convoque alors un Tchakpodi. Mais l'espoir n'est pas perdu. Non, en réalité, on tend vers les élections, ça pointe à l'horizon. Il y a un délai pour toiletter les lois électorales. Il faut qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse s'entendre sur le minimum pour aller vers des élections apaisées, pour que notre paix, qui était avant 2019, puisse revenir. Nous avons des prisonniers politiques en prison. Je reviens, monsieur Dossavi, nous sommes pris par le temps. Vous y allez pour votre mot de la fin, votre conclusion, et puis on va y aller, là, voilà. Ok, merci, s'il vous plaît, parce que nous avons cette exigence. Et notre pays à l'international aujourd'hui ne respecte pas les décisions de justice. Nous avions 2 éminentes personnalités et plusieurs prisonniers politiques en prison. Pour les 2 éminentes personnalités, je crois qu'il y a un expert, des experts du groupe de travail de l'ONU qui ont demandé
au vu d'un certain nombre sur pièces de dossiers, on a demandé à ce que le gouvernement puisse revoir leur copie et qu'ils puissent retrouver leur liberté. Mais jusque-là, le gouvernement fait la sourde oreille. Les prisonniers politiques, c'est des trucs qui menacent la paix. Il faut que le président Talon puisse revoir sa copie. Il a encore 1 an. Moi, je crois qu'il peut encore marquer les esprits positivement. Il peut, là où les autres ont échoué, il peut faire encore des choses magnanimes. Il faut qu'il revoie sa copie. Il faut qu'il place l'humain au cœur de l'action. Merci beaucoup. Il faut que le social, la démocratie et l'état de droit puissent rentrer dans le champ sémantique du gouvernement de la rupture. Merci à vous, M. Irénée de Saviovo. M. Olusegun Gildas Saïzano, votre conclusion? Non, ça a été un réel plaisir de discuter avec l'ami Irénée, que je découvre par ailleurs. Je voudrais rassurer l'ami Irénée et l'ensemble de la classe politique béninoise, et notamment les partis de l'opposition, que à l'Union progressiste, le renouveau, notre combat, c'est le combat de la transparence lors des prochaines élections à venir. Nous allons tout faire pour nous entendre afin que notre pays ne plombe pas dans l'horreur. Ça ne fait plaisir à personne qu'à l'occasion des échéances électorales, des filles et fils d'un même pays, on arrive à des situations d'acrimonie qui font qu'il peut y avoir les spectacles que nous avons déplorés tous par le passé et que le président de la République lui-même a regretté publiquement. Donc je crois qu'il n'est dans l'intérêt de personne, d'aucun acteur politique, que cela puisse basculer. Je voudrais demander à l'opposition, à la mouvance, comme vous insistez sur ça, de continuer par échanger, comme nous le faisons sur ce plateau-là ce matin, et que les quelques réglages nécessaires pour que les uns et les autres soient à l'aise, soient rassurés pour aller à des élections apaisées, qu'on puisse faire ces différents réglages-là qui apaisent. Moi, je ne perds pas espoir. En tout cas, l'Union progressiste, le renouveau, est un parti très ouvert. Nous pensons que beaucoup de choses encore dans le dialogue sont possibles. Et donc, il n'y a pas de souci. Vous évoquez la situation des compatriotes, de certains compatriotes qui sont aujourd'hui en prison pour des faits, n'est-ce pas, dans lesquels ils ont été condamnés. Je ne pense pas que la classe politique soit incapable de trouver les voies et moyens pour obtenir des consensus à ce niveau-là. Il va falloir pousser davantage, il va falloir mieux dialoguer, il va falloir que notre position aussi fasse preuve de diplomatie. Je vous vois citer le nom du président de la République, insister. Non, c'est pas ça. Il faut demander à ce que les acteurs politiques, parce que ce n'est pas le président de la République qui est le pouvoir judiciaire. C'est sur la base, n'est-ce pas, du pouvoir judiciaire des condamnations que ces compatriotes se sont retrouvés là. C'est un consensus politique, ma foi, qui peut aider, qui peut faciliter vraiment la libération de ces compatriotes valeureux par ailleurs, valeureux. Aïvo, valeureux, Rekiat Madougou, valeureux. C'est des gens pour qui j'ai de respect et mon souhait, c'est qu'ils puissent nous rejoindre dans l'œuvre de reconstruction de notre pays. Merci à vous, chers invités, M. Irénée Dosaviovo. Il est ingénieur, statisticien, membre cadre du parti Les Démocrates. Il était face à M. Gildas Olusegun Aïzano, administrateur en gestion de projet, membre du parti UP Le Renouveau. 3 sujets étaient au cœur du débat: le fichier électoral, la nomination des ministres conseillers et les 34 ans de pratique démocratique de notre Constitution du 11 décembre 1990. On s'est interrogé sur les avancées. Merci de nous avoir suivis. C'était le duel de ce dimanche 15 décembre. Merci de nous rejoindre en tout cas et toutes les fois sur l'ensemble de nos canaux digitaux, sur Facebook, YouTube, iOS, etc. Eh bien, dimanche, c'est politique se poursuit, mesdames et messieurs. Juste après nous retrouver, bel et bien, l'Afrique est dans le monde. C'est avec Maël Lawson.